Bienvenue en France, où l'étrange se dévoile. Parmi les mystères qui dansent sur le sol, entre châteaux oubliés et rivières qui dévoilent, les récits paranormaux émergent, uniques en leur genre. Sous la lueur des étoiles, les ombres s'étirent, révélant des secrets que le temps n'a pu détruire. Au cœur des vieilles pierres, des murmures attirent, les mystères persistent, s'accrochant aux racines. Au coin des villages, des esprits errent. Leur présence mystique dans chaque coin persiste. Dans les bois profonds où les chuchotements résonnent, les histoires paranormales s'épanouissent. Que le frisson vous guide dans cette danse, à travers les contes qui défient toute démence. Explorez avec moi ces mystères, cette séance, et découvrez l'extraordinaire qui s'épanouit en France. Juste avant que l'on ne passe aux différentes histoires, j'aimerais souligner quelque chose. Je voudrais signaler que toutes les histoires que je présente dans cette vidéo sont des histoires qui ont été racontées soit dans des livres ou sur internet. Ce n'est pas moi qui ai recueilli les témoignages. Je ne fais que vous les partager, vous les illustrer, créer une ambiance pour que vous aussi, vous puissiez découvrir des histoires qui ont déjà été découvertes par d'autres. Cette histoire est l'histoire d'une famille sans histoire, la famille Ackermann, composée de Florence et Reynald, les parents, et de Aurélia, âgée de 15 ans, ainsi que de Laura, la plus jeune de la famille, âgée elle de 12 ans. Cette famille envisage au cours de l'année 1993 de déménager. Effectivement, l'appartement familial devenait trop petit pour répondre aux besoins de la famille. Donc, les parents Ackermann se sont mis à la recherche d'un nouveau logement pour accueillir tout le monde dans la ville de Louviers, une petite ville en Normandie. C'est au mois de novembre de l'année 1993 que les parents ont fait une découverte des plus joyeuses. On dit que le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres. Une vieille dame est décédée, laissant son logement vacant. Une maison dans le centre de Louviers, une maison qui se traduit comme une véritable aubaine pour la famille. Une visite est organisée. Tout le monde est présent et surtout très excité. Cet endroit est un peu comme un cadeau de Noël avant l'heure. Peut-être un signe du destin. Après des mois difficiles à rechercher un logement. Et en arrivant sur place, la famille constate que la maison a un certain cachet. Elle se dénote aisément des autres maisons du quartier. Le froid et la pluie ont poussé la famille à pénétrer rapidement à l'intérieur de la maison. Tout le monde était très excité. En poussant la porte d'entrée, la famille Ackermann a pu remarquer que la maison avait probablement un passé bourgeois. Quelque chose de tout à fait plausible pour cette demeure bâtie en 1873. Dès leur premier pas à l'intérieur, une atmosphère étrange est ressentie. Il règne quelque chose dans cette maison. Mais quoi? Impossible de le dire. Une chose est sûre, la maison semble cacher quelques secrets. Et non pas dans sa construction. En l'état, la maison ressemble à n'importe quelle autre maison. Aucun détail macabre à signaler, aucun corps n'est retrouvé, rien d'effrayant. La seule chose qui dérange, c'est un ressenti. La maison, à l'intérieur, n'est pas en très bon état. Non pas qu'elle est délabrée, mais la vieille dame qui vivait là par le passé n'était probablement plus capable d'entretenir une si grande maison à elle seule au vu de son âge avancé. Cette maison était une maison en plus à étage, et en parlant de l'étage, il était également fort probable que notre défunte ne s'y rendait plus depuis des années. Quand la famille s'y est rendue, ils ont fait comme un bond dans le temps. De la poussière et des toiles d'araignée, c'est comme si personne n'avait vécu à l'étage ou ne s'y était rendu depuis une trentaine d'années. L'étage en lui-même était composé de plusieurs pièces. Certaines envisagées comme des chambres pour les filles, une petite pièce qui fait office de buanderie ou de dressing, il y avait un accès au grenier par un escalier, et finalement une chambre parentale avec sa propre salle de bain. Une salle de bain assez atypique d'ailleurs. Il est clair que cette pièce était autrefois une chambre à coucher, qui a été transformée en salle d'eau. Et c'est dans cette pièce précisément que la sensation étrange que la famille avait ressentie en entrant dans la maison était la plus présente. On ne se sentait pas bien dans cette salle de bain, on se sentait mal accueilli. L'endroit était clairement lugubre, comme si quelque chose dans cette pièce voulait nous pousser à nous en aller. De plus, la seule fenêtre qui permettrait d'éclairer la pièce était condamnée, forçant donc la lumière du jour à rester à l'extérieur. Malgré toutes ces observations,
L'ensemble de la famille était plutôt enthousiaste à l'idée de s'installer dans une telle maison. Pour eux, nul doute qu'ils chasseront toutes ces sensations étranges, ce côté lugubre, avec leur amour, les bons souvenirs qu'ils vont créer dans cet endroit. De plus, ils associent les sensations étranges qu'ils ressentent au fait de savoir que la vieille dame qui est décédée et qui laisse cette maison vacante est décédée en fait dans la maison. Et effectivement, on peut le comprendre. Entrer dans un lieu où le dernier habitant était la mort, ça se ressent. Il n'y a qu'une seule tâche concernant la vision de cette nouvelle vie qui, a priori, semble fabuleuse. C'est Laura, la plus jeune fille de la famille. Elle se sent extrêmement mal à l'aise. Et d'ailleurs, elle parle de son mal-être à ses parents. Son choix est clair, elle ne veut pas vivre dans la maison. Elle a peur, et ça se voit clairement au teint pâle de la peau sur son visage. Mais ce qui est assez troublant dans ce qu'elle dit à ses parents, c'est qu'elle ne dit pas que la maison lui fait peur. Elle dit qu'elle ne veut pas vivre dans la maison parce que il fait peur. Et elle le dit avec des larmes qui coulent sur son visage, une voix tremblante. Et naturellement, ses parents lui demandent qui est ce fameux il, la personne à qui elle fait allusion. Et d'une main tremblante, Laura pointe le dressing. Elle dit qu'elle y a vu un homme grand, portant un long manteau, un chapeau large, et qu'il était menaçant. Sa mère, pour la rassurer, l'a prise dans ses bras. Et elle lui a dit que parfois notre imagination pouvait nous jouer des tours. Là, une grande question se pose pour la famille. Faut-il emménager dans la maison ou pas, sachant que l'un des membres de la famille, cette famille soudée, n'en a pas envie. Le doute s'installe, mais ne persiste pas bien longtemps. Le choix est presque en fait imposé. Cette maison est la seule maison disponible qui correspond à ce que recherche la famille Ackerman, et ils ne peuvent pas rester dans leur domicile actuel, c'est hors de question. Donc, la décision est prise. La famille déménagera dans cette nouvelle maison, et ce, malgré les avertissements de Laura. L'emménagement se passe, la maison est remise en état, y compris l'étage. Toute la famille met la main à la pâte, y compris Laura. Mais la seule chose que la fille refuse de faire, c'est de nettoyer la pièce où elle a vu l'homme lors de la visite de la maison. Donc c'est sa sœur Aurélia qui se colle à cette tâche. Quelque chose de surprenant va se passer alors qu'elle était en train de nettoyer la pièce. Alors qu'elle dépoussiérait les étagères du dressing, elle a fait une découverte. Un petit objet rond, très poussiéreux. Elle l'a nettoyé et elle a vu que c'était une sorte de bouton métallique. Elle ne sait pas d'où peut venir ce bouton, mais ce dont elle est sûre, c'est qu'il a l'air très ancien. Elle pense donc que c'est probablement un bouton qui appartenait soit à une veste ou alors à un uniforme militaire, ou peut-être même d'ailleurs à un manteau. En trouvant cela, elle repense tout de suite à ce qu'avait dit sa sœur. Donc, dans le doute, elle décide de montrer le fameux bouton à sa mère. La mère Ackerman promet qu'elle se renseignera, mais elle demande à Aurélia de garder le secret sur cette découverte pour ne pas affoler Laura. Une fois que le grand ménage est terminé, la famille est prête à entamer sa nouvelle vie. Les premières semaines se passent dans la plus simple des tranquillités. Et une journée, alors que Florence, la mère de famille, entretenait sa maison, elle faisait un peu de ménage, elle est retombée sur le fameux bouton métallique que lui avait confié Aurélia. Se disant que c'était quelque chose qui en fait n'avait pas une grande importance, elle a décidé de s'en séparer, c'est-à-dire de le jeter. Ce que Florence ne savait pas, c'est qu'en faisant ce geste, ce tout petit geste, allait avoir de lourdes conséquences sur la famille. Effectivement, c'est à partir de ce jour que des événements étranges ont commencé à se produire. La famille a commencé à ressentir une présence à certains moments, à certains endroits de la maison, comme si quelqu'un les observait discrètement, chacun à leur tour. Dans un premier temps, pas d'affolement. Tout le monde met ça sur le compte de l'imagination. Il ne s'est jamais rien passé dans la maison, donc pourquoi quelque chose commencerait comme ça? Tout le monde se dit que ce genre d'histoire, ça n'arrive que chez les autres, non? Et au fil du temps, les événements se montrent de plus en plus présents, jusqu'en septembre 1994. Nous sommes un soir où Florence et Reynald sont sortis dîner chez des amis, laissant donc Aurélia et Laura seules à la maison. Les deux jeunes filles étaient très contentes de passer une petite soirée entre sœurs. Elles avaient prévu de manger tranquillement devant la télévision, et aux alentours de 19h45, Laura a décidé d'aller prendre une douche. Aurélia, la grande sœur, elle, préparait tranquillement le dîner, et alors qu'elle était concentrée sur sa préparation, elle a entendu quelque chose à l'étage. Elle entendait quelqu'un se déplacer rapidement, traversant l'étage jusque vers la salle de bain, et de manière tellement précipitée que cette personne faisait même tomber des choses sur son passage. Pour Aurélia, pas d'inquiétude,
c'est sûrement sa sœur qui avait oublié quelque chose. Mais son opinion s'est vite dissipée quand elle a entendu le cri de sa sœur. Tout de suite, Aurélia s'est précipitée pour voir ce qu'il en était. Elle est entrée dans la salle de bain et elle a été surprise par le spectacle qu'elle avait devant elle. Elle a vu Laura, dans un coin de la salle de bain, une serviette pour se couvrir, assise sur le sol, totalement apeurée. Toute la pièce était sans dessus-dessous. Tout était dévasté, comme si quelqu'un était entré dans une colère noire dans la pièce et avait décidé de tout détruire. Des serviettes, des produits de bain, tout était sur le sol. Laura, qui se trouvait dans la salle de bain, n'a rien vu, ce qui a paniqué Aurélia, car si ce n'est pas elle qui est la cause de tout ce désastre, qui est-ce? Les deux jeunes filles se sont rassemblées et elles ont appelé leurs parents, qui ont mis fin à leur dîner pour rentrer rapidement à la maison. Cet événement a été le point de départ d'une nouvelle étape dans cette histoire de hantise. Tout s'est amplifié à partir de là. La famille ne sait plus comment agir entre les périodes de forte activité clairement paranormale et les périodes de calme où on pourrait penser que cette maison est une maison des plus tranquilles. De plus, il n'y a pas que des événements isolés comme ce qu'il y a eu juste à présent. Les membres de la famille eux-mêmes commence à être touché personnellement par ce qu'il se passe dans la maison. Reynald, par exemple, le père de famille, a vu son comportement drastiquement changer, mais seulement quand il se trouvait dans le grenier qu'il avait aménagé comme sa pièce à lui. Normalement d'un tempérament plutôt calme, une fois qu'il mettait les pieds dans le grenier, il devenait très agressif, très irritable, à tel point que les autres membres de la famille se sont mis d'accord de ne pas entrer en contact avec lui quand il était dans cette fameuse pièce. Et ce qui est d'autant plus surprenant, même troublant, c'est que dès que Reynald sortait du grenier, il retrouvait son comportement naturel. Les événements ont continué à être de plus en plus fréquents, même plus dangereux, car Laura et Reynald ont commencé à être pris par des phases de somnambulisme, chose qu'ils n'avaient jamais eu par le passé. Et là où c'est problématique, c'est que Reynald a failli, pendant l'une de ces phases, se jeter par la fenêtre du premier étage. Il ne doit son salut qu'à sa femme qui est intervenue à temps. La porte d'entrée claquait d'elle-même, sans même parfois s'ouvrir. Il n'y avait que le son de la porte qui claque. Quand ce genre d'événement est arrivé, au début, la famille pensait que c'était quelqu'un qui rentrait à la maison, mais à chaque fois, ils ne trouvaient personne. Parfois, ce fameux son de claquement était précédé par des bruits de pas précipités de l'étage, puis dans les escaliers et vers la porte, comme si quelqu'un sortait de la maison précipitamment. Et un soir, la famille a été réveillée par ce même bruit. Tout le monde s'est rassemblé, un peu paniqué, mais alors que tout le monde était réuni, une personne manquait à l'appel. Cette personne était Laura. En voyant son absence, sa mère s'est précipitée à l'extérieur et elle a retrouvé sa fille en pyjama, avec le visage sans expression, qui attendait au milieu de la route. Quelque chose qui aurait pu être très dangereux. Et ce qui est très étrange, c'est que quand Laura est revenue à elle, elle ne se souvenait pas de cette fameuse sortie nocturne, comme si elle n'était pas en pleine possession de son corps lors de cette soirée. Tous les membres de la famille, sans exception, vivent des événements. Mais le père de famille, Reynald, lui, prend plutôt les choses à la rigolade. Pour lui, ce ne sont que des coïncidences, ce n'est que le fruit d'une imagination débordante. Mais c'est quand un facteur et même l'un de ses amis assistent au fameux phénomène de la porte qui claque que là, il se rend compte que ce qui se passe dans sa maison n'est pas une blague. Lui aussi comprend que sa maison cache quelque chose de sombre. Florence, elle aussi, personnellement, a été la victime de certains phénomènes. Alors qu'elle venait de sortir de la douche, elle était sur le point de se sécher les cheveux, sèche-cheveux qui étaient placés juste derrière elle sur une étagère. Elle pouvait le voir dans le reflet du miroir et en se retournant pour le prendre, le sèche-cheveux avait disparu. Elle ne comprenait pas, elle s'est donc retournée de nouveau vers le miroir et là, de nouveau dans le reflet, le sèche-cheveux était bien là. Pensant que son imagination lui a joué un tour, elle se retourne de nouveau et le sèche-cheveux avait disparu. Ce jeu de cache-cache a duré un petit moment, jusqu'au moment où finalement le sèche-cheveux était bien présent dans le reflet et dans la réalité. Elle a aussi eu l'occasion d'entendre des bruits de pas, alors qu'elle était seule dans la demeure, des bruits de pas qui ne semblaient appartenir à personne. Et à une autre occasion, alors que Florence faisait un brin de ménage dans sa demeure, elle a remarqué une tache qui était comme incrustée sur une lampe. Elle s'est dit que peut-être quelque chose avait éclaboussé la lampe, ou peut-être que quelque chose avait collé du plafond, mais quoi qu'il en soit, ce qu'elle s'est dit, c'est qu'elle allait nettoyer cette fameuse tache. Non sans mal, elle y est parvenue. Pour Florence ici, rien de surnaturel, mais une fois que la tache a été nettoyée, le lendemain,
la tache était de retour sur la lampe comme si Florence n'y avait jamais touché. Un peu surprise, Florence s'est dit que peut-être elle avait mal nettoyé la lampe. Donc elle s'est remise à nettoyer la lampe, elle a réussi à enlever la tache, et de nouveau le lendemain, la tache était de retour. La mère de famille ne comprenait pas ce qu'il se passait, mais elle a fait un lien avec tous les phénomènes présents dans la maison quand elle a vu la tache réapparaître devant ses yeux. Elle a donc abandonné, sachant qu'elle ne pourrait pas se battre avec quelque chose qu'elle ne comprend pas et qu'elle ne voit pas, et au bout d'un certain temps, la tache a disparu d'elle-même. Quoi qu'il en soit, au bout de tous ces événements pour la famille, il n'y a plus de doute sur une chose. Il faut partir. Toute la famille se prépare donc à déménager après avoir trouvé une nouvelle maison, beaucoup plus accueillante lors de la visite, mais Aurélia, la plus grande des sœurs, peu avant de déménager, demande à sa mère si elle a pu se renseigner sur le fameux bouton qu'elle avait découvert lors du nettoyage du dressing. Sa mère lui a dit que non, elle n'avait pas eu le temps de le faire, et c'est donc Aurélia qui s'est collée aux recherches. Des recherches extrêmement fastidieuses, car la jeune fille ne savait pas vraiment ce qu'elle cherchait. Mais comme le destin avait fait emménager cette famille dans cette étrange demeure, celui-ci lui a aussi permis de trouver des réponses. Alors qu'elle parcourait un ouvrage sur les vêtements militaires du 19e siècle, allant jusqu'à la Première Guerre mondiale, Aurélia est tombée sur un dessin représentant un homme avec un long manteau et un chapeau large. Tout de suite, elle fait le lien avec la description que Laura avait fait d'un homme qu'elle avait vu dans le dressing. Mais ce qui a réellement attiré l'attention de la jeune fille, c'est que sur le manteau de l'homme représenté, il manquait ce qui semblait être un bouton métallique. Est-ce qu'un militaire avait vécu dans la maison et son esprit y reposait, réveillé par le geste de Florence qui a jeté le bouton qui lui appartenait? Léa Ackerman et personne ne peut encore l'avérer. Est-ce que cette demeure était hantée par la vieille dame défunte, celle qui a laissé sa place au Ackerman, ou alors par un militaire qui avait laissé dans le dressing le bouton de son manteau? Un militaire qui a vu son esprit être éveillé par le geste de Florence, celui de jeter son bouton, ou alors est-ce que c'était quelque chose de bien pire dont nous n'avons pas réellement connaissance, ou la somme de tout cela? C'est ce qui fait tout le mystère de cette maison hantée de Louviers. Dans cette nouvelle histoire, c'est une histoire très particulière car c'est celle que va partager une abonnée que nous appellerons Mindy, une jeune femme qui a été aide-soignante pendant 7 ans, dans un endroit ancien qui a été transformé en bâtiment médical. À l'intérieur, tout était d'époque, y compris l'architecture. Et Mindy explique que dans son établissement, ils accueillent tout type de patients. Elle travaillait de jour et elle avait une collègue, également une amie, qui elle travaillait de nuit. L'établissement était sur 3 étages, avec un hall ancien et un vieil escalier en bois. Nous sommes au rez-de-chaussée, où il y a un long couloir qui donne sur plusieurs chambres de patients. Et au bout de ce couloir, il y a 2 portes, qui donnent accès à la salle à manger, où les patients peuvent se restaurer. Une nuit, la collègue de Mindy faisait sa ronde habituelle au rez-de-chaussée. Elle se trouvait au début du couloir et en entrant dans celui-ci, elle a vu au bout du couloir une personne en blouse blanche entrer dans l'une des chambres. Pensant que c'est une collègue, cette aide-soignante essaye d'interpeller la dite collègue. C'est quelque chose qui a surpris la collègue de Mindy parce que normalement à ce moment-là, elle est censée être seule avec une infirmière qui elle était au moment où cette personne en blouse blanche a été aperçue au premier étage en train de distribuer des médicaments. Donc l'infirmière ne pouvait pas être au rez-de-chaussée, donc si ce n'était ni la collègue de Mindy ni l'infirmière, qui était l'individu en blouse blanche? Pour en avoir le cœur net, l'aide-soignante décide d'aller au bout du couloir pour voir qui était cette personne. Dans la chambre où cette personne en blouse blanche était rentrée, il n'y avait qu'un patient qui occupait bien la pièce. La collègue de Mindy s'est dirigée vers la porte. Elle appréhendait de l'ouvrir de peur de découvrir quelque chose qu'elle aurait voulu éviter. Doucement, elle a ouvert la porte et à l'intérieur, rien du tout. Simplement le patient qui occupait la chambre et qui dormait tranquillement. L'aide-soignante ne comprend pas où est passée la personne en blouse blanche. Donc elle referme la porte, elle retourne dans le couloir, fait un tour du rez-de-chaussée à la recherche de cette personne qu'elle a vue. Ne trouvant personne, elle est allée voir l'infirmière à l'étage pour demander si c'était elle ou alors s'il y avait quelqu'un d'autre, et l'infirmière assure qu'elles ne sont que 2 dans l'établissement médical à ce moment-là. Mindy, en entendant cette histoire, a été sous le choc. Elle-même ne comprenait pas toute la situation qu'on lui avait racontée. Mais elle pense que la personne qui a vu sa collègue est quelqu'un qui, peut-être, résidait dans l'hôpital à un moment donné du temps. Un hôpital
aux histoires lugubres, en lien souvent avec des décès. La Dame Blanche a eu beaucoup de caractéristiques. Considérée comme une entité surnaturelle, une fée, une sorcière, une lavandière de la nuit ou alors même un message de la mort elle-même. Le phénomène de la Dame Blanche est un phénomène qui s'est étendu à peu près partout dans le monde. Mais en France, nos Dames Blanches sont quelque peu particulières. Ce seraient des sortes de fantômes prenant l'apparence de femmes qui demanderaient à être prises en stop. Généralement, une femme habillée en blanc fait de l'autostop de nuit sur une route isolée et après être montée dans le véhicule de quelqu'un, elle disparaît mystérieusement, soit à l'approche d'un virage dangereux en poussant un énorme cri de terreur, soit en étant déposée à une adresse donnée. Contrairement aux représentations passées de la Dame Blanche, ces autostoppeuses sont représentées comme des personnes de notre époque, c'est-à-dire que ces entités ne ressemblent pas à des fées qui s'attaquent à des passants, mais à des personnes, à des femmes que l'on pourrait rencontrer tous les jours dans la rue en bas de chez nous. En France, il y aurait 3 légendes de la Dame Blanche, 3 légendes qui tournent autour de la même chose, l'autostop. On raconte que dans le Calvados, une autostoppeuse ferait de fréquentes apparitions sur une route départementale. À l'approche d'un virage situé à l'entrée de Luc-sur-Mer, elle se mettrait à paniquer en criant « Faites attention, ce virage est très dangereux ». Et après avoir dit ces quelques mots, elle disparaîtrait. Apparemment, les gendarmes de Luc-sur-Mer ne sont plus surpris d'entendre de tels témoignages. Selon ce qu'on raconte, cette femme n'en serait pas une, ce serait un fantôme, celui d'une jeune femme décédée dans les années 1970, à la suite d'un accident de la route dans le virage où elle se met à crier. Ailleurs, dans le Calvados toujours, un virage est réputé comme très dangereux et effectivement il y a eu bon nombre d'accidents tragiques sur ce virage. Et ce virage-là aussi a sa Dame Blanche. À l'image de la première légende du Calvados, ce fantôme, cette jeune femme, demande à être pris en stop et demande à ce qu'on la conduise chez sa mère qui habiterait non loin du dit virage extrêmement dangereux. Sauf que, en arrivant proche du virage, elle se met à paniquer et disparaît. Ce fantôme serait celui d'une jeune fille ayant perdu la vie dans le fameux virage. Et selon la légende, elle apparaîtrait souvent par temps de pluie, ce qui rend les conditions de conduite plus difficiles, ou alors le soir du 20 mars, date à laquelle elle est décédée dans les années 60. Nouvelle Dame Blanche dans les Hautes-Alpes. Des personnes déclarent avoir fait une rencontre singulière. Ils ont vu une jeune femme faisant du stop tout de blanc vêtue, comme si elle portait une robe de mariée et elle avait une sorte de voile blanc dissimulant partiellement son visage. Elle faisait du stop accoudée contre un col glacé et de peur pour la vie de la jeune femme, généralement les gens s'arrêtent pour la secourir. Sauf que la jeune femme ne dit absolument rien. Elle reste muette et au bout d'un certain temps de trajet, elle disparaît. Dans l'Hérault, les services de police de Montpellier ont été surpris d'entendre un témoignage venant d'un groupe de jeunes hommes âgés entre 17 et 25 ans. Ils ont raconté qu'ils ont pris en stop une femme vêtue de manière élégante, tout en blanc, âgée d'une 50aine d'années, à la date du 20 mai 1981. Sauf que, à l'approche d'un virage dangereux, cette dame aurait demandé au conducteur de faire très attention et après avoir passé ce virage, cette femme a disparu sous leurs yeux. Le groupe de jeunes n'a pas compris ce qu'ils avaient vécu. La police a pris le témoignage, mais personne ne sait dire s'il y a vraiment eu rencontre avec le surnaturel ou alors s'il y a eu une psychose collective. C'est effectivement un travail compliqué de démêler le vrai du faux. Bon nombre réalisent des canulars mettant en scène la fameuse Dame Blanche. Donc comment différencier des personnes qui mentent face à des personnes qui disent la vérité dans le domaine aussi complexe qu'est le paranormal? Vous connaissez peut-être une histoire paranormale, une affaire même, traitée par les Warren mettant en scène Arnie Johnson, un homme qui aurait commis l'irréparable, le meurtre, suite à une possession démoniaque. La défense face au juge était des plus simples. Arnie Johnson était innocent car victime de possession par le diable. C'est le genre d'histoire qu'on pourrait penser ne se produire qu'aux États-Unis. Et pourtant, on a bien une histoire quelque peu similaire chez nous, dans l'Hexagone. Durant la nuit de Noël, dans les Yvelines, en Île-de-France, une femme a poignardé son neveu et sa nièce. Elle explique
qu'elle était possédée par ni plus ni moins que le diable en personne. Durant la tragique nuit, nous étions aux alentours de 3 heures du matin. Nous sommes dans la ville de Limay. La femme a entraîné son neveu et sa nièce dans un petit parc, derrière la résidence où elle vivait. Et une fois sur place, et une fois arrivée à l'abri des regards, elle s'est jetée sur les 2 enfants pour les poignarder. Elle a porté de multiples coups de couteau aux 2 enfants, et ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle n'était pas aussi cachée qu'elle le pensait. Le parc était réservé aux habitants de la résidence, donc il y avait toujours des personnes qui s'y trouvaient à la recherche d'un moment de tranquillité. Des personnes sur place ont vu la meurtrière, un enfant en sang dans les bras, et immédiatement les secours ont été appelés. À l'arrivée des secours, le jeune garçon avait perdu la vie et la fillette, elle, a été transportée à l'hôpital. Il n'a pas été difficile d'identifier la responsable de tout cela. Quand les policiers l'ont interpellée, elle avait les bras lacérés, elle a tout de suite reconnu les faits qui lui étaient reprochés, et en guise de mobile, d'explication, elle a dit qu'elle était possédée par le diable depuis 1 semaine. La femme a été arrêtée, envoyée dans un hôpital pour traiter ses lacérations, et son jugement n'a pas encore été réalisé. Est-ce que le fait d'être possédé par le diable va jouer en sa faveur ou pas? Si on se réfère à un type d'événement similaire, celui dont j'ai parlé au début de cette histoire, l'affaire Arnie Johnson, plaider le fait qu'il y a possession démoniaque ne risque pas d'être pris en compte. Arnie Johnson avait été condamné sur des éléments factuels, sur des faits. La spiritualité n'avait pas été prise en compte, donc à mon humble avis, il est probable que ce soit la même procédure qui soit appliquée dans le cas de cette dame. Un événement tragique, issu potentiellement d'une possession démoniaque ou d'une démence, ça, c'est la justice qui en décidera. À Coursan, Laura, une femme qui vit dans une ancienne maison de maître avec sa petite fille, assure que sa maison est hantée. Depuis qu'elle a emménagé, 2 ans avant qu'elle raconte son histoire, elle explique qu'elle a assisté à de multiples événements considérés paranormaux. D'abord, c'était un déplacement d'objets, des affaires de sa fille qui passaient de la chambre de la jeune fille aux toilettes, à des endroits où il n'avait absolument rien à faire. Et après cela, des taches de couleur orange ont commencé à apparaître sur les murs. Ces taches ne ressemblaient pas à des traces d'éclaboussures, mais elles ressemblaient bien à des empreintes de mains. Des taches en forme d'empreintes qui ont recouvert le mur de la chambre de la jeune fille allant jusqu'au plafond. Et la famille entendait également de nuit des bruits étranges dans la maison n'ayant aucune origine. Il y avait également ce qui s'apparentait à des dessins d'enfants, et les phénomènes se sont encore amplifiés, car les bruits mystérieux n'étaient plus entendus fugacement de nuit, mais même de jour, comme si quelqu'un frappait de l'autre côté des murs de la maison, ou même, si nous allons encore plus loin, de l'intérieur des murs. Il y avait à chaque fois une température glaciale dans les pièces, même en été, alors qu'à l'extérieur il y avait une chaleur affolante. Mais tout a commencé à s'expliquer quand la fille de Laura a commencé à se plaindre de la vision d'un homme qui venait la voir dans sa chambre, alors qu'elle dormait. Laura au début pensait que sa jeune fille faisait simplement des terreurs nocturnes, des cauchemars. Effectivement, sa fille n'avait que 4 ans, donc quelque chose de tout à fait plausible. Mais ces terreurs étaient vraiment affreuses pour elle. Elle expliquait voir un homme quand elle se réveillait, assis sur son lit, une vision d'horreur qui l'empêchait de trouver le sommeil. Perplexe suite à tous ces événements, Laura a pris une décision. Elle a décidé de télécharger une application sur son téléphone pour enregistrer ce qu'il se passait dans une pièce, une sorte de micro. Elle l'a laissé tourner pendant plusieurs nuits et son expérience a porté ses fruits. Elle a entendu un souffle et la voix d'une femme qui disait « Daddy ». À la suite de cette découverte, Laura a pris contact avec un prêtre en lui envoyant les photos des traces sur les murs, l'enregistrement audio, et le prêtre s'est rendu sur place. Il a demandé à Laura de prier en sa compagnie et il a ensuite béni les lieux. Pour lui, il y avait des parasites spirituels. Et le seul moyen de libérer les personnes qui en étaient victimes était la foi. Et que si la foi s'estompe, alors les actions des parasites spirituels pourraient se reproduire. Après le passage du prêtre, tout a cessé. Laura a supprimé toutes les preuves qu'elle avait vis-à-vis de ce qu'elle avait vécu pour passer à autre chose. Elle a également repeint les murs de sa demeure pour marquer officiellement une nouvelle étape de sa vie, le fait de passer au-delà de tout ce qui lui était arrivé à elle et à sa fille. Le calme était là, mais après le calme est revenue la tempête. Un matin, Laura s'est réveillée
avec des traces de griffures et de bleu sur le corps. Elle entendait de nouveau des bruits de pas. Elle ressentait elle-même une présence. Elle a même vu la tête d'un homme sur le mur. Et étant dans le calme jusqu'à présent, Laura a d'abord pensé qu'elle était en proie à des hallucinations et non pas que les événements surnaturels faisaient leur réapparition. Donc pour en avoir le cœur net, elle a demandé à un ami de passer la nuit chez elle. Si l'ami aussi vit quelque chose, alors ce n'est pas sa santé mentale qui est en jeu, mais il y a bien alors quelque chose de surnaturel qui est de retour. Laura et son ami discutaient, et son ami lui aussi aperçoit le fameux visage sur le mur. Alors qu'il cherchait à s'endormir, il a également senti pendant la nuit un poids se poser sur sa poitrine, un poids très lourd, si lourd que ça l'a fait hurler. Et le lendemain, des traces de mains étaient de retour sur les murs de la maison. Sans se faire prier, l'ami a quitté les lieux, traumatisé par la nuit qu'il avait passée chez Laura. Elle a, sur les conseils de ses amis, consulté un médium pour venir à bout de l'épreuve difficile qu'elle traversait. Et la médium a dit, alors qu'elle a visité la maison, avoir vu un père, sa femme et son fils. Elle explique qu'il y a quelques décennies, il y a eu un terrible accident. Tous ont péri dans un incendie. La médium aurait pris ces entités avec elle pour les libérer. Et à partir de ce moment-là, tout a changé. Il ne faisait plus du tout froid chez Laura. Les températures étaient redevenues normales. Laura a pu redormir paisiblement, mais le médium qu'elle a contacté l'a mise en garde. Elle a certes libéré la maison de Laura des esprits qui y habitaient, mais comme le prêtre l'avait indiqué, ils peuvent toujours revenir. Le médium a assuré qu'il ferait de son mieux pour s'en occuper, mais qu'il n'était pas impossible qu'à l'avenir, les événements que Laura a subis se reproduisent. Nous en avons fini pour ces différentes histoires paranormales. J'espère que vous avez passé un bon moment. Sachez en tout cas que de mon côté, ça a été un plaisir de vous partager ces histoires. J'espère que ça vous a donné quelques frissons. Évidemment, je compte sur vous pour faire preuve du plus grand respect parce qu'on aborde un sujet qui est assez particulier. Ce n'est pas un sujet où on a forcément des preuves, tout va dépendre de nos croyances. Si on y croit, on n'y croit pas. Si vous y croyez, alors vous aurez probablement eu quelques frissons en entendant ces histoires. Et pour ceux qui sont plus sceptiques, plus dubitatifs vis-à-vis du paranormal, prenez cette vidéo comme un simple divertissement. Je tiens à remercier les personnes qui m'ont inspiré pour cette vidéo, c'est-à-dire les personnes chez qui j'ai pu récupérer ces histoires, c'est-à-dire des auteurs. Vous retrouverez leurs sources évidemment dans la description si ça vous intéresse. Je vous remercie vous également d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram que je vous affiche juste ici, HakenTV, si vous souhaitez me partager votre histoire à vous, que ce soit du paranormal ou une histoire bien plus terre à terre qui vous a effrayé. Merci d'avoir regardé ces 5 histoires paranormales en France jusqu'à la fin. C'était un plaisir pour moi. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Haken. Salut!